Dans le cadre de soirées dédiées au catalogue des éditions de l'Atelier contemporain, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain, poète et critique littéraire Renaud Ego, auteur d'une douzaine de récits et d'essais sur la littérature, l'architecture ou l'art, édité chez Actes Sud, le Castor Austral ou encore les éditions des Cendres. Il y présentait ce jeudi 16 juin 2022 Le geste du regard, son ouvrage paru à l'Atelier contemporain. Bonne écoute. On va faire brièvement les présentations, mais tout de même, Renaud Ego, donc la poésie, la vôtre, et un livre récemment paru au Castor Astral, qui s'appelle... alors ça y est, j'ai déjà plus le... Vous êtes ici. Oui, pourtant, j'allais le dire, que vous êtes ici. Et puis, un travail que vous aviez fait sur Thomas Transtomer. Et puis, l'art. Donc, c'est plutôt pour l'art que, justement, vous êtes ici. Je rappelais que vous aviez travaillé sur Jan Arp et Teuber. Vous êtes aussi à Strasbourg comme votre éditeur ou... Non, c'est parce que je connaissais la Fondation Arp, qui se trouve à Clamart. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et c'est un livre où j'avais à cœur de faire se croiser en fait les deux figures de Jean Hans Arp et de Sophie Teuber, qui était un des couples très importants dans l'histoire de l'art du XXe siècle, mais Sophie Teuber avait été un peu effacée par l'œuvre de Arp, et aussi par sa disparition précoce et accidentelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme la Fondation Arp à Clamart a été construite par Sophie Teuber, c'était intéressant autour de ce lieu que Arp qui était son atelier, qui a été l'un de ses ateliers, de retraverser l'histoire de ces deux œuvres à travers un lieu et un couple. J'espère que la réalisation à Strasbourg a remis un peu les choses en ordre. Oui, la remise en état de l'Aubette à Strasbourg a permis aussi de rappeler le rôle fondamental qu'avait eu Sophie Teuber dans la réalisation de l'Aubette, qui est une sorte d'œuvre d'art totale et in situ, même si on est encore dans une période où les femmes ont beaucoup de mal à s'affirmer. C'est Sophie Teuber qui a le contrat de l'Aubette, mais en fait, elle est rapidement dépossédée de la conduite et de la direction de l'organisation de l'Aubette par Theo van Doesburg. Alors, dans le site de votre éditeur, il y a que vous êtes auteur de... On vous définit comme auteur d'une œuvre ouverte au jeu des genres qui compose la littérature. Je ne sais pas si cette définition vous convient pour ce terme d'œuvre ouverte ajouté au jeu des genres. Est-ce qu'il représente bien ce rapport au monde que vous auriez et que vous nous donnez à lire, ou est-ce que finalement cette œuvre ouverte, elle ne serait pas plutôt dans ce qui motive en partie votre présence aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre réellement ouverte qui provient du fin fond des temps? Il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire que j'apprécie beaucoup de passer du poème au récit, du récit à l'essai. Ce sont des façons différentes de faire travailler en soi le langage. Et c'est comme si on se disposait avec un corps de langage qui n'est pas le même, avec des terminaisons sensibles et intellectuelles qui ne sont pas les mêmes. J'aime beaucoup la prose, j'aime beaucoup l'espace du poème, j'aime beaucoup l'écriture narrative, et j'aime beaucoup l'écriture spéculative comme celle de l'essai. Donc je passe un petit peu de l'un à l'autre parce que je n'arrive pas à écrire simultanément, on va dire, les trois genres. Même si
le livre que vous avez évoqué, ce dernier poème qui s'appelle « Vous êtes ici », il a été écrit dans l'entrelacement des 2 derniers livres que j'écrivais sur l'art rupestre. Mais c'était des moments distincts, quoi. Et donc il y a cette ouverture, on va dire, à la question du genre, et il y a aussi, on va dire, une ouverture qui est une sorte de curiosité à la fois pour le temps profond, et qui vient de ma rencontre au départ vraiment très fortuite avec l'art paléolithique occidental le jour où je me suis rendu à Fond de Gaume. Donc c'est une grotte qui est toujours visible. Si vous ne la connaissez pas, elle est toujours ouverte au public et c'est un lieu majeur de l'art paléolithique occidental. Et la rencontre d'une de ces peintures a ouvert en moi une curiosité, on va dire, pour l'art de la préhistoire en général, qui m'a conduit à savoir, à découvrir qu'il existait aussi un art rupestre qui semblait-il était important en Afrique australe et que j'ai commencé à documenter il y a 25 ans, en une période où il n'existait pas de livre sur cet art. Et la rencontre avec Adam Biro, l'éditeur Adam Biro, m'a conduit à écrire un premier livre. Mais là aussi, c'est dans l'entrelacement avec la question du poème, parce que ce sont 2 poètes qui étaient des amis et qui étaient en même temps des grands regardeurs d'art, qui étaient Bernard Noël et Alain Jouffroy, qui tous 2 m'ont dit, en voyant les images que j'avais rapportées, puisque j'avais commencé à documenter cet art que je commençais à aller chercher en Afrique australe, ils m'ont dit « Tu devrais aller voir Adam Biro ». Et Adam Biro m'a tout de suite dit, avec cet accent un peu rocailleux, il était d'origine hongroise, donc je le revois, j'avais apporté une table lumineuse avec des diapositives, des Kodachromes avec des photographies qui étaient quand même de très bonne qualité. J'avais apporté une tablette lumineuse et un compte-fil, alors il regardait les images, puis à la fin il me dit « Alors naturellement, vous voulez faire un livre ?» me dit-il, et il me dit ben, « On va le faire ». Voilà. Et je rappelle ça parce que ça a été d'une très grande simplicité, d'une très grande générosité. C'était aussi encore un âge où les éditeurs d'art pouvaient fonctionner comme ça. En 20 ans, l'édition s'est totalement transformée. Donc il y a cette ouverture comme ça vers le temps profond, mais en même temps, ce temps profond, il se déplie, je dirais, dans une figure de l'espace, dans cette espèce d'espace que constitue l'espèce humaine qui est l'espèce parlante, et c'est la question du livre « Vous êtes ici ». Donc les 2 figures sont un peu en miroir. Je vais lire juste la toute petite introduction à ce geste du regard. Le jour où les œuvres de la préhistoire sont entrées dans mon existence, j'ai reçu leur abîme de temps, avec le même sentiment de vertige qui les avait fait admirer quand, au tournant du XIXe siècle, s'était effondré le plancher grec, égyptien ou mésopotamien sur lequel on croyait solidement se tenir. Elle me révélait une humanité qui commençait avec l'utérus de la terre, avait le feu pour énergie et pour lumière, un rêve animal dont elle nous adressait la dévotion et le faste. Quant à la pensée qui s'était ainsi haussée jusqu'à la peinture et la sculpture, nous ne savions rien de son trajet, le geste du regard et l'hypothèse de son chemin vers la figure. C'est un abîme de temps. Pour vous, ça a été vous en disiez quelques mots là, il y a quelques minutes, mais ça a été vraiment pour vous une révélation au point d'aller chercher, avec des difficultés que vous évoquiez dans mon bureau tout à l'heure, aller essayer de chercher ce que vous pouviez trouver de plus fort pour exprimer cela. Alors, je vais revenir à cette rencontre de cette peinture avec Fond de Gaume. Donc, Fond de Gaume, c'est un étroit boyau très sombre qui est très peu éclairé parce que les peintures sont fragiles. Et je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Je n'avais sans doute, peut-être est-ce que j'avais vu dans des livres des reproductions d'images de la préhistoire, mais c'était un peu par hasard. Je passais en Dordogne, aux Aisies, et voilà. Et tout à coup, sur la paroi, le guide me dit, ben voilà, il y a des bisons, il y a 2 bisons là. Et en fait, je ne les vois pas. Il y a un temps d'acclimatation, d'abord à l'obscurité,
Et il y a comme un processus, on va dire, de révélation, presque au sens photographique du terme. Si vous vous rappelez comment étaient faites les photographies argentiques, comme elles le sont encore aujourd'hui, quand on plongeait une image dans un bain de révélateur, il s'agissait d'un papier photographique qui était blanc, et puis on voyait petit à petit l'image monter et se réaliser, se révéler sous nos yeux. Et bien là, il a fallu comme ça quelques secondes, le temps n'est pas le même, mais j'ai eu le sentiment de la montée de ces images, et surtout ces deux bisons m'ont extraordinairement frappé, parce qu'il y avait en eux une présence, quelque chose comme une sorte de pouls, de pulsation très ancienne, très alentie, comme une sorte de braise sommeillante. Et je me souviens très bien être redescendu du promontoire de Fond de Gaume en étant comme voûté d'un grand silence, parce que jamais je n'avais senti une image être à ce point vivante. Voilà, il y a ça, et puis je dirais que ça me conduit à faire tout ce long trajet que je vais faire en Afrique australe. Mais la question de ce que j'avais pu ressentir à l'occasion de cette rencontre, pour moi, inaugurale avec l'art paléolithique, était restée comme en abîme en moi. Et lorsque je vais écrire le geste du regard, je vais me rendre compte qu'il y avait une question que je n'étais pas capable de formuler au moment où je découvre cette peinture, que je vais chercher à explorer dans le geste du regard. Et la question, là, c'est moins celle de l'abîme temporel, qui naturellement est très émouvant. Et j'ai été très ému en Afrique australe de séjourner longuement dans des abris où il y a des peintures qui sont moins anciennes, mais où on vit dans la présence de cette épaisseur de temps qui est encore là, Mais plus que la question de l'ancestralité des peintures, ce qui m'intéressait, c'était au fond l'événement en quoi elles consistaient. Et notamment cet événement qu'est, dans l'histoire de l'humanité, l'invention de la figure. Donc pour moi, dans une certaine mesure, le geste du regard a cherché à renverser la perspective. Je ne suis pas en train de penser que, en regardant des œuvres anciennes, en se confrontant à des œuvres dites originelles, on va pouvoir découvrir une sorte de vérité de la peinture, non. Mais je vais me tenir à ce qu'est un événement primordial avec la décharge de possible couvre la question de la figure. Voilà. C'est comme ça que, pour moi, j'envisage les choses. Donc, bien évidemment, il y a la question de l'enfouissement dans le temps, mais ça, c'est une sensation personnelle, c'est une histoire personnelle qui n'a pas de résonance là dans le livre. En revanche, la question de ce qu'est l'invention de la figure, ça me semblait être un vrai sujet de méditation. Le geste du regard, c'est le titre que vous avez donné à cet ensemble de textes que vous avez écrits. Le livre a été publié en 2017. C'est pas un ensemble de textes, c'est vraiment un livre. Oui. Donc c'est une méditation sur deux mots que vous employez déjà de manière appuyée dans le prologue de votre deuxième livre, ce que vous appelez votre trilogie, qui s'appelle L'animal voyant. Dans L'animal voyant, dans le prologue de ce texte très long, qui est à l'appui des nombreuses photographies que vous avez prises, peut-être vous pourrez nous dire un peu comment s'est conçue cette expédition. Donc vous écrivez avec une certaine prévention. Si longtemps après avoir écrit un premier livre sur l'art des San, j'hésite un instant encore à rompre le silence, tant celui-ci est aussi la matière dont les peintures sont faites.
ce silence ou un geste prend forme et que ce geste reconduit dans une forme qui le gardera. Les peintres le connaissent et l'éprouvent à sa juste démesure. Et un peu plus loin, évidemment, vous finissez le premier paragraphe du prologue en disant « Je revendique un tel droit de regard ». Est-ce que ces deux mots, geste et regard, vous les attribuez à quoi exactement, ces deux mots? Alors, il y a, dans le prologue que vous citez dans l'animal voyant, je parle d'un droit de regard, parce que je ne suis pas un préhistorien, je ne suis ni un anthropologue de métier, ni un archéologue, et que je me suis aventuré. Je ne la sors pas de son érudition parce que je me suis bien évidemment nourri des travaux des chercheurs. J'ai le plus grand respect pour le travail qui est fait par des chercheurs et par Camille Bourdier, par exemple, qui vient d'arriver. Non, simplement, je suis arrivé avec une singularité dans mon parcours, qui est, moi, je viens du champ de la philosophie et de la littérature. En même temps, je travaille depuis longtemps. Je suis en contact depuis longtemps avec des plasticiens. Il n'y a pas de rapport direct, naturellement, entre le travail que font des plasticiens contemporains et ces œuvres-là, mais il y a un questionnement. Vous parliez tout à l'heure de Thomas Tranströmer, il y a un questionnement sur ce qu'est l'image. Voilà. Alors, il y a la question de l'image visuelle, mais Thomas Tranströmer, le poète suédois dont j'avais édité les œuvres complètes bien avant qu'il reçoive le prix Nobel, j'avais accompagné ces œuvres complètes d'une postface qui était une méditation sur la question de l'image au sens littéraire du terme, mais aussi dans sa résonance avec ce que sont les images plastiques. Donc le droit de regard, c'était la question comment moi je m'accordais un droit d'aller regarder des œuvres qui ont été avant tout étudiées par des savants de grand prestige et dont le travail est parfaitement estimable, mais qui sont des archéologues et des anthropologues de métier. Le deuxième terme qui est important, c'est la question du geste. La question du geste, au sens où il y a aussi, on peut dire, une dimension épique dans le geste quand on parle de la geste au féminin. Il y a une dimension épique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va ouvrir et accompagner l'histoire. Et si j'ai intitulé ce livre sur l'art paléolithique « Le geste du regard », c'est parce que je considère que l'invention de la figure est le geste que la pensée visuelle, ou que l'activité visuelle dans le champ de la pensée va apporter comme nouvel outil, et un outil qui est révolutionnaire par ses potentialités. Oui, la dimension projective était déjà présente dans la taille des outils, écrivez-vous, et peut-être aussi dans les tracés non iconiques. La figure va y ajouter une dimension analogique qui est aussi visionnaire, avec elle, cette volonté de voir qui avait longuement porté le trait vers son éclosion visuelle se réalise. La figure est ainsi le geste du regard. Voilà, c'est un petit peu ce qui synthétise ce livre. Si vous voulez, c'est un livre qui part je l'ai sous-titré « Hypothèse », mais après tout, l'hypothèse, c'est le genre même de l'essai. Enfin, il n'est pas d'essai véritable qui ne soit soutenu ou sous-tendu par la construction d'une hypothèse et la volonté de porter une hypothèse. Mais si j'ai voulu mettre comme sous-titre à ce livre qui s'appelle « Le geste du regard » hypothèse, c'est parce qu'on est là dans un champ où les données sont à la fois très nombreuses et très éparses, et essayer de reconstruire une sorte de généalogie de l'histoire de la figure ne peut se faire qu'à travers un chemin qui est une hypothèse et en même temps une sorte de rêve ou une sorte de rêverie. Mais ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est le constat que j'avais fait que les préhistoriens qui ont travaillé sur la figure ont considéré la figure comme, non pas comme allant de soi, mais ils sont partis de l'existence de la figure, au moment où on découvre, au début du XXe siècle, un ensemble d'images que l'on arrive petit à petit à rapporter à une période de l'histoire. Et on va parler à ce propos d'une explosion créatrice. Ça, c'est un terme qui est utilisé par les préhistoriens bien avant que Georges Bataille
on utilise cette formule qui va devenir un petit peu célèbre, qui est celle de la naissance de l'art. Mais au fond, le travail qui a été fait par d'éminents préhistoriens a consisté à partir de l'image, partir de la figure, partir des images qui existaient. Il n'y a pas que des figures, il y a aussi des tracés non iconiques, qui sont des signes, et d'essayer de comprendre ce que ces images voulaient dire. Bon. Autrement dit, on a aussitôt rapporté la réflexion à une interprétation qui consiste à penser les usages de ces images. C'est comme ça que les différentes grandes hypothèses qui se sont succédées dans le courant du XXe siècle ont toujours été de se demander mais à quoi peuvent servir les images ? Mais il y avait comme une sorte d'angle mort et qui pour moi était comme la figure d'un éblouissement qui ne s'était pas encore tout à fait éteint. Vous voyez, quand on regarde le soleil, il y a une sorte de petite taie lumineuse qui va demeurer dans notre regard. C'est comme un point aveugle. Et ce point aveugle, ça me semblait être celui qui consistait à essayer de penser, mais comment est-ce que une chose aussi révolutionnaire et extraordinairement complexe sur le plan intellectuel qu'est la transformation d'un modèle qui est en 3 dimensions, par exemple un animal qui est lui-même mouvant et qui est pris à l'intérieur d'un monde sur lequel il ne se détache pas, eh bien, comment est-ce qu'on a rapporté une substance à une apparence en 2 dimensions et comment est-ce qu'on a transformé cette apparence en une matière à penser. Et c'est cette transformation qui fait de la figure une opération intellectuelle extrêmement, non seulement complexe, mais puissante dans les effets qu'elle va pouvoir avoir, à commencer par ces effets plastiques. Donc mon travail a consisté dans le geste du regard à essayer de collecter un ensemble d'informations qui existaient. Par exemple, la question de la taille des outils lithiques, elle est très très bien documentée. Et à partir de ces documents, de voir est-ce qu'il y a quelque chose comme déjà une sorte d'asymptote vers la ligne ou d'approche de la question de la ligne dans la taille. Est-ce qu'on peut sentir les prolégomènes d'une pensée de la ligne dans la taille? Voilà. Comment est-ce que la parure, puisque les parures ont existé avant les premières peintures, comment est-ce que la parure est déjà une pensée des images? Donc c'est comme ça que le geste du regard est une hypothèse qui tente de reconstruire une sorte de généalogie de l'invention de la figure. Oui, parce que la taille est extrêmement antérieure aux premières images. Bien sûr, on est dans des échelles de temps qui sont absolument incomparables. Pour donner un cadre temporel, les premières figures, elles ont à peu près 40 000 ans. La taille des outils, ça remonte à 3 millions d'années pour les plus anciens d'entre eux, mais dès 700 000 ans, on a des bifaces. Et qui sont extrêmement fins. Et puis, vers 250 000 ans, on a des bifaces qui sont d'une perfection. Et par exemple, dans les bifaces va se poser déjà la question de ce qu'est la symétrie. La symétrie des bifaces, elle n'a pas forcément qu'une fonction, elle n'est pas simplement fonctionnelle. On peut même se demander si un outil qui a pour but de couper ou de trancher a une efficacité fonctionnelle lorsque ces 2 bords sont tranchants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose comme une pensée de la symétrie, en tant que la symétrie, elle vient identifier un outil en lui, en rendant sensible des rapports internes, et du coup, en manifestant sa dimension artificielle. Et puis, il y a quand même quelque chose comme une esquisse, me semble-t-il, de silhouette. Je ne suis pas du tout le premier à l'avoir dit. Dans les bifaces, il y a quelque chose comme une silhouette dont on peut penser que c'est déjà une sorte d'esquisse, encore peut-être un peu grossière, de ce qu'est une silhouette humaine.
Donc voilà, c'est comme ça, en essayant de reconstituer de reprendre un certain nombre d'éléments et de les disposer de manière à construire l'hypothèse d'une généalogie de la naissance de la figure. Alors, est-ce que ce serait une façon peut-être de propulser très en arrière la naissance de l'art, cette naissance de l'art, ce terme donné par Georges Bataille, auquel quand même vous rendez un hommage très important, comme si d'une certaine façon Bataille était celui qui est à l'origine de la naissance de l'art. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai la première personne qui m'a ouvert à l'art de la préhistoire, c'est Georges Bataille. J'en étais un lecteur de tas d'autres livres de Bataille, mais il y a ce livre qui s'appelle La naissance de l'art, consacré à Lascaux et qui a été publié en 1954. Je lui rends hommage parce qu'il me semble, mais Camille peut-être pourrait nous le dire, que c'est un auteur que les préhistoriens ne lisent pas. Peut-être que je me trompe. Et je pense que c'est un petit peu injuste, parce que Georges Bataille ne s'est jamais prétendu être un préhistorien. C'est un écrivain dont vous connaissez le spectre des curiosités, puisque c'est autant l'auteur d'un certain nombre de romans, de récits, que quelqu'un qui a une pensée spéculative, ouverte à la question de la religion, à la question de l'érotisme, à la question de l'économie. Enfin, il a une œuvre considérable. Bon. Lascaux, La naissance de l'art, c'est un tout petit moment chez lui, mais en même temps, on le voit dans ses œuvres complètes, ça revient très fréquemment, la question de cet événement de la peinture. Alors, que l'on date la naissance de l'art de Lascaux, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. D'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, rejoins-nous. Alors, je vais juste me permettre d'accueillir Camille Bourdier. Tu veux peut-être te présenter. Oui, bonsoir. Je suis maîtresse de conférence en art préhistorique ici à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Voilà, et Camille travaille aussi en Afrique, et notamment au Zimbabwe, où elle conduit une mission scientifique de grande importance, et c'est comme ça qu'on a eu aussi l'occasion de se rencontrer. Mais pour terminer sur votre question, Christian, la question de la naissance de l'art, on sait qu'il y a des comportements symboliques qui sont bien antérieurs à l'apparition de la figure. Il y a certainement quelque chose comme une pensée esthétique qui est déjà à l'œuvre dans la parure, c'est évident, quand bien même les parures sont certainement déterminées par une dimension d'usage. Hein. C'est pas simplement une parure au sens décoratif du terme. Donc, au fond, essayer de donner une naissance, une date de naissance n'a pas beaucoup de sens. Mais les préhistoriens ont eu un grand rôle dans ça, en déterminant, par exemple, de la naissance de l'apparition de ces figures ou de cet art figuratif, disons aux alentours de moins 40 000 ans. On a quand même déterminé une nouvelle période de la préhistoire, celle qu'on a appelée le paléolithique supérieur. Et le terme de supérieur n'est certainement pas complètement anodin, même si je sais bien que c'est une construction qui vient succéder à ce qu'on appelle le paléolithique moyen, puis le paléolithique inférieur, etc. Parce que finalement, est-ce que le plus important ne serait pas de ce qui est de l'émerveillement? Et est-ce que, justement, je vais laisser la parole à Camille, mais est-ce qu'il existe encore cet émerveillement auquel Bataille fait d'une certaine façon référence? Il écrit « Nous voici devant la découverte renversante, vieille de quelques 20 000 ans, ces peintures ont la fraîcheur de la jeunesse. Des enfants les trouvèrent en entrant dans la fissure laissée par un arbre déraciné. Un peu plus loin, la tempête n'aurait pas tracé la voie qui mène au trésor des mille et une nuits qu'est la grotte. » Voilà. Est-ce que, on va dire aujourd'hui, quand on est dans la préhistoire et quand c'est son métier, est-ce qu'on est encore animé par l'émerveillement qui conduisait l'abbé Breuil, voire peut-être Émile Cartaillac, et en tout cas à coup sûr Georges Bataille?
Ah oui, bah là, de toute façon, le jour où on n'a plus l'émerveillement, je pense qu'on change de travail. Parce que c'est tellement dur par ailleurs que... Heureusement qu'il nous reste l'émerveillement, quand même. Ouais, mais bien sûr. Bah, de toute façon, je crois que si on fait tous ce travail, c'est que on est toujours des enfants, quoi. Enfin, moi, c'est mon cas. Quand je rentre dans une grotte ou quand je suis face à une paroi au Zimbabwe, pardon, c'est l'émerveillement avant tout. Ouais. Mais ce qui est bien, ce qui a des mauvais côtés aussi, je pense. Il faut faire attention à l'émerveillement ou à l'éblouissement. C'est pour ça que dans l'introduction du geste du regard, je parle de cet éblouissement. L'éblouissement, c'est aussi un aveuglement. C'est susceptible d'être un aveuglement. Mais oui, la question de l'émerveillement et de la joie dans tout travail, quel qu'il soit, ça me paraît être une énergie fondamentale, à condition de ne pas en être le jouet. Voilà. À condition de ne pas en être le jouet. Mais je vais dire juste un dernier mot sur Georges Bataille. Georges Bataille, il a à travers la naissance de l'art, ce livre, enfin c'est le titre qu'il a donné à cet essai sur Lascaux, il a effectivement été animé par le rêve qu'il y avait une sorte d'enfance de l'art. Mais il y a quelque chose qui est au fond beaucoup plus personnel, qui transparaît dans ce livre, ça a été la question du regard des enfants sur la grotte. Il se trouve que nombre de grottes, parmi les plus importantes, ont été découvertes, où les inventeurs en ont été des enfants. C'est le cas du Pec Merle, en Dordogne, dans le Lot. Ça a été le cas de ce qu'on appelle la grotte des Trois Frères, qui porte le nom des 3 enfants du comte de Bégouen, qui se sont aventurés comme cela dans les grottes et qui ont exploré ces cavités. Et puis c'était aussi le cas tout de même de la fille de l'inventeur de Lascaux, d'Altamira. C'est la première grotte qu'on découvre en 1879. Et vous citiez Cartaillac. Cartaillac, pendant 20 ans, a œuvré avec d'autres préhistoriens pour dire que ça n'était pas une grotte préhistorique, que c'était l'œuvre d'un faussaire. Et c'est seulement 20 ans plus tard que, devant les preuves de l'existence d'une humanité extrêmement ancienne, avec le travail qui avait été fait dans la grotte de la Moute, qu'il a accepté, qu'on a accepté cette idée qui était très difficile de concevoir, qu'il existait une humanité très, très ancienne et surtout dotée de compétences intellectuelles et artistiques qui rendaient désormais inévitable de poser la question d'une ancienneté radicale de ce qu'on appelait jusqu'à présent l'art. Il y a un magnifique bouquin de Daniel Fabre. Exactement. À ce sujet. J'étais en train de chercher en fait j'arrive plus à me souvenir du titre. C'est un petit livre qui a été publié aux éditions de l'Échoppe. Je n'ai oublié le titre. C'est un livre remarquable de Daniel Fabre qui raconte, oui, c'est son dernier livre, qui raconte comment Georges Bataille a travaillé et quelles étaient ses motivations profondes, et notamment ce rapport au regard des enfants. À quelque chose qu'on peut supposer être chez Bataille une réflexion aussi sur la question de la pureté, qui est un terme qui revient, qui traverse d'autres de ses livres. Alors après, c'est discutable, on va dire, sur le plan de l'interprétation historique ou préhistorique de ces peintures, mais ça n'est pas le souci de Georges Bataille. Tout à l'heure, il y a un très beau, dans les actes d'un colloque consacré à Bataille à Orléans, il y a un texte formidable de Jean-Claude Monod sur l'apport de Bataille à l'art préhistorique. C'est vraiment très beau, et c'est une belle reconnaissance, évidemment, puisque Bataille n'est plus visiblement, c'est ce que vous disiez. Ah non, parce que nous autres archéologues, on est quand même très fermés, faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Il y a la science et puis il y a le reste, quoi. Mais oui, mais il faut dire ce qui est. Comme la plupart des scientifiques, on estime que le seul véritable savoir, je dis je ne m'intègre pas là-dedans, sinon je ne serais pas là de toute façon. Mais on est formé comme ça et on grandit comme ça à l'université en
en nous inculquant que le seul véritable savoir, donc le seul véritable regard qui peut être pertinent et qui peut valoir sur notre objet d'étude, c'est celui des scientifiques avec un grand S. Voilà. Ce qui est à mon avis très faux, mais parce que beaucoup de regards sont pertinents et sont valables, et c'est la multiplicité des regards qui est intéressant, je trouve, et qui fait la richesse de ce sujet d'étude et de cet objet d'étude, puisque jamais personne n'aura la vérité de toute manière, les archéologues ou les autres, peu importe, sur ce passé très fort révolu et dont on n'aura jamais la clé, puisque nous ne serons jamais eux, à part si on invente la machine à remonter dans le temps, mais sinon ça me paraît vain en fait, comme quête, complètement vain, et du coup assez peu intéressant, pour moi en tout cas. Mais donc oui, dans notre formation, on nous apprend à lire beaucoup de livres, dans plein de langues, mais ça doit être des livres publiés par des scientifiques et en priorité par des archéologues. On se méfie, on se méfie des autres regards comme s'ils devaient être... Mais ça nous renvoie aussi à notre propre complexe d'archéologue. On est très complexé de faire partie des sciences humaines et sociales. C'est pour ça qu'on s'entoure beaucoup de ce qu'on appelle les sciences archéométriques, qui permettent de donner des quantifications métriques. Donc on a des dates, on a des séries de chiffres, on a plein d'études statistiques qui nous servent, de caractérisation physico-chimique, parce que ça nous rassure en fait d'apporter du concret, du rationnel dans l'étude des humanités très anciennes qui sont forcément en grande partie rationnelles, puisqu'on essaye de faire une vérité romanesque à travers tellement peu de vestiges qu'on interprète à travers notre regard, et nous ne serons jamais eux. Bien sûr, mais c'est très rassurant de se raccrocher à des chiffres, quoi. C'est quelque chose de rationnel. Puis on a été élevé là-dedans. C'est notre histoire héritée des Lumières, quoi, de nos sociétés occidentales. Et a fortiori dans l'archéologie préhistorique, puisqu'elle est vraiment la digne héritière du cycle des Lumières, cette science telle qu'elle a été inventée et construite. Il faut y aller quand même aussi, parce qu'il racontait Renaud Ego tout à l'heure que c'est pas toujours si commode qu'on soit archéologue scientifique ou archéologue, amateur. Il faut y aller. Ça dépend, il y a des lieux qui sont simples, mais on parlait... Oui, certains lieux, c'est-à-dire je vous parlais de cette montagne en Namibie qui s'appelle le Brandberg. Oui, c'est pas une montagne qui est facile d'accès parce qu'il n'y a pas de chemin, que c'est un labyrinthe de rocailles, que si je n'avais pas été accompagné par un guide, Angoula Chipaou, qui avait lui-même travaillé avec un archéologue dans les années 80, je n'aurais jamais pu accéder au haut plateau du Brandberg et je n'aurais pas trouvé ces peintures. Et puis surtout, je n'aurais pas su où était l'eau sans laquelle il n'était pas possible de séjourner dans le Brandberg. Mais on va dire que la dimension de l'aventure en elle-même, elle est pas très intéressante. Parfois, effectivement, c'est un petit peu difficile, mais n'exagérons pas, il y a des choses qui sont éminemment plus difficiles que ça. Et la dimension de l'aventure, elle n'est intéressante que comme voie d'accès à des peintures ou à des lieux qui était le but de cette recherche. Et là, on peut dire une sorte de chasse au trésor qui devient un petit peu une drogue, parce que chaque fois que j'apprends qu'il y a un nouvel abri qui a été découvert, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un avion et d'aller voir. Voilà. Alors moi, je suis pas trop collectionneuse pour le coup. Non, c'est marrant, parce que c'est un truc d'archéologue, ça aussi, normalement, de collectionner, de faire ce qu'on appelle des premières, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc dans la vie. Mais pour ajouter un point, l'aventure, il y a un truc en plus que t'as pas cité, c'est les rencontres humaines, quand même. Oui, bien sûr. Et c'est pour moi le plus inestimable, en fait, de ce côté aventure. En tout cas, quand on est déporté dans un autre continent, un autre contexte, qui soit environnemental, qui soit culturel, qui soit historique. C'est les rencontres avec les locaux qu'on peut faire et qui portent un regard qui est très différent du nôtre,
à tout point de vue, généralement parce qu'ils sont liés aussi, identitairement parlant, collectivement et individuellement, à ces lieux. Et c'est un autre des regards qui est porté, qui est tellement riche, et qui nous, enfin moi en tout cas, qui me transpose dans des perspectives absolument incroyables, quoi. Et c'est 50% de mon bonheur d'aller là-bas et d'en revenir des fois un peu malade. C'est c'est les gens. C'est ça la richesse, en fait. Plus que l'objet en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, pour moi. Non, tu as tout à fait raison. Il se trouve que c'est vrai, en Afrique australe, où je vais depuis 25 ans, les rencontres sont extraordinaires. Il y a une aménité dans les rencontres qui est formidable et qui ne s'est jamais démentie. Voilà. Donc ça participe aussi complètement du plaisir qu'il y a à aller là-bas en Afrique. Mais je voudrais juste revenir sur une chose que tu as dite, Camille, qui concerne effectivement cette, non pas cette prudence dont vous entourez votre travail, qui est une nécessité scientifique, mais elle n'empêche pas ce qu'on pourrait appeler une sorte de tentation romanesque, c'est-à-dire ce qui est simplement l'ambition spéculative de transformer des faits en interprétation. C'est ça qu'on pourrait appeler une tentation romanesque, parce que dès qu'on rentre, pour ce qui concerne ces arts très anciens, dans une ambition spéculative et dans une interprétation, eh bien, on est dans un champ qui est extraordinairement fragile. Mais c'est une tentation qui n'est pas simplement réservée à des gens comme moi. Il me semble qu'elle traverse aussi le champ de l'archéologie. Et toute la construction de la préhistoire comme discipline au long du XXe siècle s'est accompagnée de l'élaboration de théories qui avaient pour fonction d'interpréter et de comprendre ces peintures ou cet art. Oui, c'est plus vraiment le cas depuis les années 80 quand même. À part une personne très 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 connue, que j'aime beaucoup par ailleurs, Jean-Claude. Mais hormis lui, il n'y a plus grand monde qui se risque là-dessus, en fait. Justement. Non, on se l'interdit. On se l'interdit, franchement. C'est pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est... En tout cas, on se l'interdit assez fondamentalement. Je parlais quand je suis arrivée des usages. Voilà, maintenant on aborde d'autres problématiques, d'autres questions de recherche autour de ce patrimoine archéologique, mais le sens, la signification, on ne travaille plus dessus, honnêtement, à part une ou deux personnes, voilà. Mais qui, comme par hasard, sont des personnes en toute fin de carrière, qui ont acquis une aura, etc., etc. Donc c'est-à-dire, on a passé un stade dans sa carrière où, en gros, on peut tout se permettre et on peut y aller. On n'aura pas peur d'être jugé. Et voilà, on se le permet à soi-même, mais tant qu'on n'a pas passé un certain âge, on ne le fait pas. Il y a d'autres choses, voilà, d'autres réflexions qui sont menées, mais pas celle-là, pas celle du sens. Alors, je vais juste revenir sur le geste du regard, donc sur ce livre, et sur l'hypothèse que j'essayais de construire. C'est pas du tout une hypothèse qui est détachée d'un contexte et de la question des usages. Simplement, je fais aussi l'hypothèse, on va dire, quelque chose qui est une sorte de renversement. Quand on a pensé les usages de la peinture, c'est-à-dire par exemple on a dit, eh bien ça sert à... c'est une question de plaisir, il y a une vocation décorative, c'était la question de l'art pour l'art. Ou quand on a pensé l'usage de ces peintures comme servant à la chasse, ce qu'on appelle la magie sympathique, on a une pensée comme ça des usages. On a une pensée des usages. Et même dans cette grande synthèse assez révolutionnaire, même tout à fait révolutionnaire, qui était le travail d'André Leroi-Gourhan, qui lui va passer d'une étude des motifs à une étude des compositions, à partir déjà de tout un travail statistique sur l'ensemble des grottes qu'il était susceptible de connaître au début des années 60. Il va poser une interprétation qui est celle, je la résume un tout petit peu grossièrement, d'une sorte de représentation d'une division sexuelle à l'œuvre, voilà, dans les peintures. Eh bien, cette interprétation, elle porte en elle-même déjà quelque chose
de ce à quoi servent les images, c'est-à-dire à penser quelque chose comme une sorte de division sexuelle. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que la question de l'interprétation, on peut toujours la ramener à une question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça. On est confronté à des peintures et on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, tandis que je me suis dit mais les peintures, c'est pas ça, c'est pas la bonne question, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Peut-être est-ce qu'on peut les questionner en se rapportant à ce qu'elles sont elles-mêmes, et se demander mais qu'est-ce que ça fait une peinture, qu'est-ce que ça fait une image, qu'est-ce que ça fait une figure. Et ça fait des choses en elle-même. Par exemple, on peut tout à fait répondre objectivement qu'une peinture, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut faire, ça cherche déjà à montrer quelque chose, ça cherche à rendre visible quelque chose. Et j'essaie d'avoir les termes les plus neutres possibles. Mais dès qu'on dit montrer, eh bien, effectivement, montrer, c'est comme on montre du doigt, eh bien, c'est désigner quelque chose. Et la figure, c'est vrai qu'elle commence à désigner dans l'espace du visible, à faire un premier travail de repérage, voilà, qui sont, alors de repérage essentiellement de grands animaux. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça témoigne de quelque chose qui est déjà une désignation, voilà, une première désignation. Donc ça, c'est déjà une pensée, on va dire, de l'usage. Mais moi, j'essaie de la référer à ce que font en elles-mêmes les peintures. Non pas à penser ce que pourraient être des usages distincts, dérivés des peintures, mais j'essaie de remettre à l'intérieur de ce que font les peintures ce que peuvent être ces usages. Et si je parlais tout à l'heure de renversement, c'est-à-dire, renversement, c'est un terme que je ne devrais pas utiliser parce que ça a l'air d'être très pompeux, mais c'est simplement de retourner, on va dire, c'est plutôt de retourner la question des usages, c'est de remettre à l'intérieur de ce que font la peinture les usages que l'on peut dégager au moins de ce que font les peintures. Et une figure, ça fait plein de choses. Voilà. Une figure, ça va désigner, et puis ça va faire des opérations qui sont extrêmement puissante en elle-même, puisqu'on va pouvoir maintenir quelque chose qui est soumis normalement à la dissipation des apparences, qui va disparaître, et y compris qui va disparaître parce que c'est la raison d'être des choses vivantes à l'intérieur du temps. Eh bien, on va pouvoir créer quelque chose qui, là, échappe à la dissipation des apparences et va devenir quelque chose qui est immobile et immuable. Là, il y a une puissance métaphysique qui est propre à ce que fait l'image. Et au lieu de penser une question de la métaphysique des images, comme l'a fait toute pensée, toute hypothèse religieuse, tu parlais des dernières interprétations, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la pensée, l'hypothèse chamanique. L'hypothèse chamanique, c'est-à-dire que les peintures seraient l'œuvre de chamans, qu'avant on appelait des sorciers, mais le mot chaman a une espèce d'aura connue, une aura spectaculaire dans les années 80, c'est lié à tout un autre contexte intellectuel. Eh bien, l'hypothèse chamanique, c'est que simplement, les peintures sont des médiations dans quelque chose qui est un contact avec des puissances surnaturelles. C'est au fond une manière de revisiter une très ancienne hypothèse, qui est celle de l'hypothèse de la fonction religieuse des images. Mais je ne sais plus pourquoi je voulais parler Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut inférer, il y a une métaphysique propre dans l'invention de la figure. Voilà. La figure, elle va créer des opérations plastiques dans lesquelles l'immobilité et la permanence ouvrent dans le champ intellectuel un espace qui est celui de la pensée de l'immuabilité. Je ne dis pas que ce sont les peintures qui inventent la métaphysique, mais au moins je peux dire qu'il y a une efficacité métaphysique des images. Et donc il y a une puissance propre dans les opérations de figuration. Et au lieu de penser que ça sert à représenter des puissances, eh bien, on peut dire que il y a une puissance de la représentation qui permet de rendre puissantes les représentations. Le motif devient lui-même quelque chose qui est puissant en raison même de son accès à la représentation. Parce que je suis très synthétique, donc j'espère que ce n'est pas trop abstrait et elliptique. C'est la formidable technologie. Je retrouve ce texte de Monod que je citais tout à l'heure, qui,
très court extrait, le livre prolonge, le livre de bataille, prolonge ainsi le geste de peindre. L'écrivain célèbre à travers Lascaux le domaine du sacré et du sexuel, de l'animalité humaine à la fois niée et célébrée, détruite et souveraine, que les chasseurs de Lascaux célébraient en peignant. Il me semble que c'est ce que vous venez de dire, et c'est ce que Monod définit en quelque sorte de sa lecture de Bataille. Et quand même la question que je me pose, c'est, il me semble trouver plus de vérité en entendant Renaud Ego ou en lisant ce commentaire de Monod sur Georges Bataille. Monod, visiblement, qui vient de sortir là un dictionnaire Lévi-Strauss. Et il est anthropologue. Il me semble qu'il y a un usage là qui me paraît encore plus proche peut-être de la vérité que, je ne sais pas, que des vérités que vous entreprenez de révéler dans votre... À moins que... Voilà. Pour moi, il y a pas de... Enfin, je vois pas du tout les choses sous cet angle-là. Je vois pas de... Il y a une meilleure vérité, une moins bonne vérité. Enfin, c'est... Voilà. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, des perspectives complémentaires. Et en l'occurrence, nous, quand on travaille sur les usages, on travaille pas sur les usages des motifs en eux-mêmes, mais on travaille sur les usages qu'on appelle socioculturels, parce qu'on travaille en tant qu'archéologue sur le contexte archéologique. Donc on va travailler sur toutes les activités qui ont été associées à ces images, qui sont périphériques et qui vont nous donner en fait des éclairages sur les contextes, les gens, les activités, les actions qui ont été performées au moment de la création de ces images et ensuite à travers les utilisations de ces images à travers le temps. Donc c'est un autre angle d'attaque de ce que font les images ou de ce qu'elles ont fait pour ces sociétés passées, puisque nous, en fait, en tant qu'archéologues, ce sur quoi on travaille, c'est reconstituer des systèmes socioculturels passés. Ouais, c'est exactement ça. On fait des recherches de preuves, donc on travaille sur des faits factuels, sur la matérialité, sur des parois ou sur des sols. Donc c'est une manière complémentaire, en fait, d'aborder cette relation à l'iconographie, plutôt, je devrais dire, de ces sociétés de chasseurs-collecteurs du passé, plutôt que préhistorique, qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus large, en fait, que ces sociétés en particulier. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous citiez Monod, qui cite lui-même Bataille, enfin qui écrit autour de Bataille, en disant pour vous, c'est une vérité qui est plus proche. Oui, mais bon, j'ai lu pour le coup Georges Bataille. Je partage pas obligatoirement son point de vue, sa vision de Lascaux. Ça veut pas dire qu'il a raison, que j'ai tort ou vice versa. Mais pour moi, ce sont des points de vue qui font écho. C'est vrai, Georges Bataille, il est beaucoup repris depuis une vingtaine d'années maintenant, par beaucoup de gens qui écrivent ou qui pensent sur l'art paléolithique. Je comprends pourquoi, je le respecte amplement. Mais je pense que ça fait aussi écho à beaucoup de gens dans notre société, parce qu'en fait, ce qu'ils projettent dessus est tellement occidental et tellement contemporain que bien évidemment qu'on se retrouve dedans. Voilà. Si on était d'une autre culture, je ne suis pas persuadée que ça nous ferait autant écho. Non, bien sûr, il y a le contexte dans lequel Georges Bataille écrit, il y a son propre parcours, et c'est une vision certainement très occidentale d'un art que l'on perçoit encore, pas simplement dans son unité occidentale, parce qu'il ne faut pas oublier que Georges Bataille a quand même fait une revue en 1929 et 1930 qui s'appelle Documents, dans laquelle il y a une formidable ouverture à des arts que l'on ne connaît pas. Et notamment, c'est dans Documents que paraissent en français les premiers textes en français de Karl Einstein, qui est un historien de l'art que l'on a oublié, un historien d'origine allemande, qui est le premier à avoir fait une étude très sérieuse de la statuaire africaine. C'est-à-dire d'avoir sorti la statuaire africaine de la façon dont les cubistes l'avaient, au fond, récupérée à des fins de captation plastique. Voilà, c'est une source d'inspiration. Karl Einstein va faire un vrai travail. Et
Et on voit ça dans la revue que fait Bataille avec, comme par hasard, Michel Leiris. C'est pas du tout un hasard. Et il y a là un champ de sensibilité qui est quand même extrêmement important dans ce qu'a été aussi une façon de décoloniser l'histoire de l'art occidental d'une vision purement occidentale de l'art. Et ça, il faut rendre grâce à des gens de cette génération, dont Georges Bataille, quelles que soient par ailleurs les limites dont il conviendrait parfaitement sur ce qu'est ce rêve qui le porte, parce qu'il y a un rêve en lui quand il va à Lascaux, il veut se mettre là où les enfants, comment ils ont découvert les choses, il veut se remettre dans ce regard de l'ouverture qui a aussi chez lui une dimension, on va dire, religieuse. C'est quand même un ancien élève du petit et du grand séminaire, si je ne me trompe. Et la question de l'apparition, hein, la façon dont les peintures sont apparues aux enfants, c'était très important dans sa démarche. Et dans la naissance de l'art, c'est vrai qu'on peut dire que la question de l'apparition, au sens, non pas au sens religieux du terme, mais tel qu'il peut avoir cette connotation très puissante, il me semble que ça a habité le regard de la préhistoire qui se construit à ce moment-là, et que ça reste néanmoins pour toute personne qui a la chance de découvrir ou de voir un tel art, une expérience personnelle extraordinairement forte. Je ne sais pas, tu me diras si tu es d'accord avec ça ou non, mais bien évidemment, je fréquente les musées, les expositions, mais une œuvre qui est dans un musée, elle est posée sur une simèse, on va l'enlever, on va la retirer, on pourra la mettre ailleurs, tandis que ces œuvres, elles sont absolument consubstantielles des lieux. Il y a une adéquation, une corporéité totale. Vous ne pouvez pas enlever la peinture, vous ne pouvez pas enlever la peinture de son lieu. Et je me souviens que l'une des premières fois où je me suis rendu en Afrique australe, je suis allé au musée de Pietermaritzburg. C'est une petite ville de province au pied du Drakensberg, qui est cette montagne couronnée par le Lesotho et qui possède beaucoup d'abris peints. Et la responsable du département d'archéologie de ce musée, qui s'appelle Valérie Ward, qui était une personne tout à fait remarquable, va me montrer dans les galeries, dans les réserves, des pierres qui ont été cassées de la roche et qui sont posées sur des claies métalliques et qui sont recouverts d'un tissu exactement comme un suaire. Et quand elle retire ces tissus, qui a une petite figurine comme ça, d'élan, eh bien, ces documents sont morts. Ils sont morts, d'ailleurs, ils sont conservés comme des gisants. Et ça n'existe pas quand on va dans les lieux. Parce que là, les peintures, elles sont consubstantielles de la paroi, elles ont un rapport avec la paroi. La paroi, on peut faire l'hypothèse qu'elle est quelque chose comme un voile, ou en tout cas, on voit très bien qu'il y a de très nombreuses représentations de figures qui sortent d'anfractuosité, qui sont dessinées de manière partielle, comme si elles sortaient d'une fissure, ou comme si elles allaient glisser derrière un petit pendant rocheux pour se glisser à l'intérieur de la roche. Donc la question de la paroi et de l'intériorité de la roche, elle ne peut se penser et s'expérimenter que dans le lieu de l'abri. Et vraisemblablement, le lieu de l'abri n'est pas lui-même tout à fait choisi au hasard. En tout cas, il y a une relation avec l'espace qui l'entoure, quand bien même ces relations nous sont désormais inaccessibles, parce que les lieux étaient choisis selon, pas simplement selon des questions d'ordre pratique, telles que de la présence de l'eau ou quoi que ce soit. Il y a des lieux que j'ai pu voir dans le Brandberg qui étaient éloignés de toute proximité d'eau. Il n'y avait pas d'eau à la ronde et qui étaient merveilleusement décorés, qui étaient très difficiles d'accès. On pouvait à peine s'y tenir debout, alors que 100 mètres ou 200 mètres ou 1 kilomètre plus loin, il y avait un immense abri magnifique avec des points d'eau, mais il n'y avait pas une seule peinture.
Ouais, alors, peut-être que je pars sur complètement autre chose, hein, mais de t'écouter, ça m'inspire. Tu m'inspires, Renaud. Non, mais j'étais partie sur l'histoire du rapport au lieu, et je pense que ça, oui, ce rapport consubstantiel au lieu de la rupestre ou pariétale, peu importe, en grotte ou en plein air, ce rapport au lieu, pour nous autres occidentaux urbains, contemporain, il participe complètement de l'aspect d'émerveillement dont on parlait plus tôt, parce que pour nous, ce sont des lieux qui sont en dehors de notre quotidien, qui font partie du merveilleux entre guillemets en eux-mêmes, qu'ils aient une iconographie ou pas d'iconographie. On est tellement en dehors de tous nos repères, a fortiori en Afrique australe, parce qu'en plus il y a les animaux, il y a la savane, c'est merveilleux, c'est vrai. Enfin, ça nous transporte dans un monde qui est tout sauf notre quotidien. On n'a plus aucun repère. On n'a plus de repères visuels, on n'a plus de repères sonores. Alors, a fortiori, dans une grotte, parce que de toute façon, pour nous, en tout cas, il y a quasiment plus de son. On est dans le noir, donc on est perdu, on est paniqué. Enfin, voilà. On n'a plus de repères sensoriels par rapport à ce qu'est notre vie, quoi. Et ce qui nous a construit jusqu'alors. Et ça participe complètement de cet émerveillement que l'on a d'autant plus, et a fortiori quand on va dans une grotte. Et je pense que je suis pas persuadée que cet émerveillement était tel pour ces populations-là. Alors, peut-être celles qui allaient dans les grottes, si, parce que certainement pas que c'était un acte quotidien et fréquent de rentrer dans un milieu tel que la grotte. Mais pour ce qui est de la rupestre en plein air, moi, à chaque fois, ça me fait rigoler. Dans notre équipe, il y a des locaux qui nous servent de guides, quoi, et puis qui participent aux recherches maintenant. Et c'est très, très rigolo, parce que nous, à chaque fois qu'on tombe sur un petit koudou ou une petite antilope sur un rocher, on se roule par terre, on se dit « Ah, mais regarde, c'est merveilleux, c'est super !» Et puis on prend 400 photos à la seconde, etc. Et puis notre guide, à chaque fois, il nous regarde, il nous fait « Oui, enfin bon, t'excites pas, parce qu'en fait, la roche là-bas, 4 mètres plus loin, il y en a 3, quoi. » Ah oui. Et pour lui, c'est juste normal, parce que depuis qu'il est petit, il chemine, en fait, là-dedans. Donc ce côté émerveillement, ils l'ont beaucoup moins que nous. Bref, c'était pour repartir sur cette histoire d'émerveillement. Mais peut-être, est-ce que, Camille, tu pourrais nous parler peut-être de ton propre émerveillement dans les lieux dans lesquels tu travailles, dans le Matopos par exemple, mais aussi des lieux qui sont extraordinairement prestigieux dans notre propre culture aujourd'hui, notamment parce qu'on n'y a pas accès, et qui sont les grottes de Chauvet et la grotte de Cussac. Hein? Je me souviens que tu m'avais dit que la grotte de Cussac était un lieu qui pour toi était beaucoup plus fort que la grotte de Chauvet. Donc, je me trompe ? Fort pour moi, oui. Non, mais Chauvet c'est très fort aussi. Hein. Mais oh là, ça fait bêcheuse sinon de dire ça. Mais, non, mais... ce sont des ressentis très 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 différents en fait. Oui, les grottes, elles ont des architectures naturelles qui sont différentes. Elles sont grandes, elles sont petites. Les sons sont pas les mêmes. Les sensations de la peau sont pas les mêmes non plus, parce que les courants d'air sont plus ou moins forts. Les odeurs sont pas les mêmes. Il y a de l'argile, il n'y a pas d'argile. Donc vraiment, tous les ressentis en fait sont très 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 différents d'une grotte à l'autre. Et Chauvet, je l'appelle toujours la chapelle Sixtine. J'ai toujours appelé comme ça. C'est magnifique, Chauvet. C'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. On est petit. On est petit, très petit dans Chauvet. Mais en même temps, c'est aussi austère que la chapelle Sixtine. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est interdit, en fait, dans cette grotte parce qu'il fait froid, parce que les reliefs sont très abrupts, très, très droits, très rectilignes. Puis il fait très froid, quoi. Dans Chauvet, il y a beaucoup de circulation d'air. Et puis c'est impressionnant, quoi. Ce qu'on a sous les yeux, ça impose le respect, quoi. Enfin, voilà, on sent très petit, comme dans la chapelle Sixtine, qui était faite pour ça, d'ailleurs, en partie. À l'inverse, Cussac, non, c'est très long, mais c'est assez bas de plafond. Et c'est tout arrondi. C'est très, très, très arrondi. Puis on passe de grands espaces à des tout petits espaces où des fois, on est même obligé, d'ailleurs, d'être à 4 pattes. Et il y a peu de circulation d'air. Il fait assez chaud pour dans une grotte. Alors, ouais, c'est la notion de chaleur dans une grotte, mais il fait 13, 14 degrés. Donc, en fait, il fait plutôt chaud. C'est pas humide, contrairement à Chauvet. Et il y a de l'argile partout.
Donc il y a un rapport très, voilà, j'arrête pas de faire ça, mais très corporel et charnel en fait à cette grotte. D'ailleurs, on en ressort, on est complètement badigeonné par l'argile de Cussac et on s'y sent bien en fait dans l'argile. C'est plutôt agréable comme sensation d'avoir la peau pleine d'argile. On ressort le soir, on a la peau toute douce. Enfin, non, mais c'est bête, mais c'est des rapports vraiment très très directs quoi. Au lieu, et ça je suis persuadée que ça a joué pour le coup pour ces populations aussi, et c'est vrai que le ressenti qu'on a est pas le même. D'ailleurs, ce qu'on a sur les parois de Cussac, c'est très drôle quoi. C'est des caricatures incroyables. Il y a plein de figures auxquelles on a donné des noms de héros de bande dessinée, parce que ça ressemble vraiment à des bandes dessinées. Il y a du Tex Avery, il y a du Jolly Jumper, ouais. Le regard était construit par là aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une surdétermination ? Parce que, vous voyez, ils ne vont pas peindre les animaux qu'ils chassent. En revanche, il est vraisemblable qu'ils sont entourés d'animaux. Et eux, ils sont très peu nombreux. Ils sont très très peu nombreux. Dans l'espace, en France, pendant la période du Paléolithique, les densités de population sont infinitésimales. Il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'habitants. Et ils sont entourés par des nuées là, d'animaux. Ils sont entourés par des nuées d'animaux. Et pas tous. Ils ne se sont pas essentiellement intéressés aux prédateurs. C'est le cas à Chauvet, là, avec la question des ours, avec la question des lions. Mais ce n'est pas ça qui va les retenir. Ce qui va les retenir, c'est les grands mammifères. Et des grands mammifères herbivores, qui ont des mœurs grégaires. Donc, si on regarde la question du grégarisme, la question du fait que ce sont des mammifères, avec des mœurs et des attitudes que l'on peut trouver assez semblables à ce que sont les attitudes et les mœurs humains, il y a certainement dans leur pensée, on peut faire l'hypothèse que dans leur pensée, il y a quelque chose comme une sorte de parenté. Une parenté. Et alors là, on est dans un champ naturellement absolument spéculatif, mais cette question de la parenté entre les hommes et les animaux, elle n'a cessé de traverser toute notre culture, jusqu'à un moment extrêmement récent de notre histoire. Alors quel est le degré de parenté ? Et en quoi justement la question d'un travail sur les apparences est aussi un travail sur l'apparentement, à une forme d'apparentement. Je ne fais pas simplement que jouer sur les mots là. C'est une question que l'on sent être posée dans ces images, sans pour autant qu'il soit possible d'y répondre. Oui, alors des prédateurs, en fait, des humains, en Europe en tout cas, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Il y a la hyène des cavernes et le lion des cavernes. Voilà, des vrais prédateurs, parce qu'en fait, l'ours, ok, il est omnivore, mais enfin, à part si on s'attaque à son petit ou si on essaie de le déloger, grosso modo, il va pas partir à la chasse à l'homme, hein, l'ours. Non, il fait pas ça. Donc il y en a deux. Et à partir de 25 000 ans, il y en a même plus du tout en Europe. C'est-à-dire qu'à partir de 25 000 ans, l'humain n'a plus vraiment de prédateurs naturels en Europe. Il est chasseur. Et alors là où il y a une deuxième chose par rapport à ce que vous disiez, c'est que c'est un peu une image fantasmée en fait de voir que ces populations sont avant tout régies par la chasse et que c'est une activité quotidienne qui leur prend beaucoup de temps, parce que les restes d'alimentation en fait qu'on retrouve dans les sites archéologiques nous montrent que une grande majorité de leur alimentation elle n'était pas carnée déjà, elle était plutôt végétale. Manifestement. Et au sein de cette alimentation carnée, alors à certains moments, effectivement, ils vont faire des abattages massifs de rennes principalement, ou alors de bisons, mais surtout, c'est des petits mammifères, en fait. C'est plutôt par le système du piégeage, manifestement, qu'ils ont acquis une bonne partie de leur alimentation carnée. Donc, ils étaient chasseurs, par ailleurs, mais manifestement pas quotidiennement. Et quand ça devait se produire, ça ne devait pas les occuper, la chasse en elle-même. Vraiment, l'action de la chasse ne devait pas énormément les occuper. Par contre, ce qui devait beaucoup les occuper, c'est les actions post-chasse. Parce qu'une fois qu'on avait abattu 1, 2, 3, 4 grands gibiers, il faut très vite les traiter. Faut les découper, faut séparer ce qu'on consomme de ce que l'on va traiter
fumage, etc., pour consommer mais en différé, traiter les peaux, et là, il faut les traiter tout de suite, et c'est extrêmement important, les peaux, en fait, peut-être plus que la viande, c'est les peaux qui sont essentielles. On est en climat glaciaire, si on n'a rien pour se mettre sur le dos, si on n'a rien pour couvrir son tipi ou pour se mettre en couverture, on est très vite beaucoup plus embêté que si on mange pas de viande pendant un ou 2 jours. Donc la peau, c'est essentiel. Puis, et puis il y a les tendons, il y a, on parlait de la symbolique. La symbolique, elle est aussi essentielle dans les sociétés que la nourriture, en fait, l'air de rien. Et chez les grands mammifères, les dents ont été utilisées pour la parure, les os ont été utilisés pour produire des supports d'image, etc., quoi. Voilà. Donc c'était des chasseurs, pas tant que ça. Et c'était des proies vraiment pas tant que ça. Chez nous, en tout cas. Chez nous. On s'arrête là ? Merci Christian de votre invitation. Merci Camille de nous avoir rejoints. Et puis merci à vous, même si vous n'étiez pas nombreux. Merci à l'éditeur. Merci à François-Marie Desrolles qui est... les parois de nos cavernes avec les photos de Matani. Je vais juste raconter une petite anecdote. Je ne vais pas remonter à 40 000 ans, parce que ça on a fait. Je vais remonter 20 ans en arrière. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, qui est peut-être juste une anecdote concernant la naissance de ce livre. J'ai rencontré François-Marie Desrolles il y a une vingtaine d'années, alors que je séjournais en Franche-Comté pour faire un livre autour d'un poète qui s'appelle Mathieu Messagier, qui est un très grand poète qui est mort l'année dernière. Et en écrivant cet essai, Mathieu me donne un certain nombre de livres que je ne connaissais pas. Il faut quand même vous dire qu'il est mort l'année dernière, il a quand même publié plus de 120 livres. Et il avait commencé par publier des textes chez des tout petits éditeurs et je ne les connaissais pas. Et un jour où je discute avec lui, j'avais repéré un certain nombre de poèmes qui avaient été publiés de façon éparse chez différents éditeurs. Et je lui dis, mais ces poèmes-là, tu les as écrits, enfin, ils ont il y a quelque chose qui est assez proche dans leur écriture. Est-ce que tu les as bien écrits à peu près en 67, 68, à la suite? Il me dit oui. Et je parle pas là je vais parler de 4 poèmes, mais ce sont 4 très grands poèmes qui font une 50aine de pages. Et l'un de ces poèmes s'appelait Géologie historique. C'est un rêve que fait ce garçon à 17 ans, à partir simplement d'un petit livre de Life qui raconte la naissance de la Terre. Il écrit une immense épopée de l'invention du vivant. Et j'en viens là à François-Marie Desrolles. Donc, je dis à Mathieu Messagier, ça serait bien d'éditer ces 4 poèmes ensemble, de les réunir en volume. Il me dit, si tu penses que c'est bien, je te fais entièrement confiance, faisons-le. Il me dit, mais chez qui on pourrait le publier? Et je lui dis, je vais en parler à Christian Bourgois, à qui j'écris aussitôt, et je vois Christian Bourgois quelques jours plus tard, et qui, c'est un prince de l'édition, c'est un homme absolument extraordinaire, me dit, mais écoute, si tu penses que c'est bien, moi je te fais entièrement confiance, faisons-le. Mais il me dit, mais tu sais, les livres de Mathieu, j'ai un petit peu de mal à les vendre. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite aide? Et François-Marie, qui est présent ici, dirigeait à ce moment-là le centre régional de Franche-Comté. Et je me suis rapproché de lui pour lui demander s'il était possible d'avoir une petite aide. Et il a dit oui, tout de suite. Et donc ce livre est né comme ça, dans une espèce de grâce, simplement parce que quelques personnes se mettent d'accord dans une simplicité amicale sur la naissance d'un livre. Et ce livre s'intitulait Géologie historique. Donc c'est aussi comme ça, on va dire, une espèce de lien entre la question de la préhistoire, de la poésie, et du fait que ce livre, Le geste du regard, publié bien plus tard, avait aussi sa propre préhistoire, même à l'échelle de notre existence partagée. Voilà. Merci à vous.
La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 16 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de soirées dédiées aux éditions de l'Atelier Contemporain, édition dirigée par François-Marie Desrolles, avec ici Renaud Ego, auteur de l'ouvrage Le geste du regard. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.